Ils ne m'ont même pas regardé dans les yeux. Ma mère a montré la porte avec des doigts tremblants, sa voix brisée par la rage. « Sorcière ingrate !» a-t-elle craché, tandis que mon père, le visage rouge de fureur, criait « Dégage! Tu n'es qu'une parasite !» Je suis restée là, abasourdie, tandis que des années de sacrifices silencieux, de larmes nocturnes et de succès cachés s'effondraient en un seul instant. Tout ça parce que j'ai refusé de donner plus d'argent pour le dernier échec de mon frère Julien. Je portais la famille Durand sur mes épaules depuis des années. Depuis que j'avais fini mes études d'informatique à la Sorbonne, chaque mois, j'envoyais de l'argent à mes parents à Lyon. Je n'ai jamais demandé comment ils le dépensaient. Je savais qu'une grande partie allait au projet interminable de Julien. Une entreprise d'import-export qui a fait faillite, un bar qui n'a jamais ouvert, une formation en marketing digital qu'il a abandonnée à mi-parcours. Pendant ce temps, je travaillais en silence depuis mon petit appartement à Paris, programmant jusqu'à l'aube, offrant mes services en freelance à des clients en Europe et aux États-Unis, construisant mon entreprise brique par brique. « Tu sais ce que ça m'a coûté de t'élever ?» a hurlé ma mère cet après-midi-là, quand je lui ai dit que je ne pouvais pas leur donner les 3 000 € qu'ils demandaient pour le nouvel investissement de Julien. Ton frère est sur le point de réussir quelque chose de grand cette fois, et toi, avec ton égoïsme, tu vas tout gâcher. Ce n'était pas la première fois que j'entendais cette phrase. Je l'entendais depuis que Julien avait quitté l'université pour entreprendre, tandis que je continuais à étudier et à travailler à mi-temps pour payer mes études. La différence, c'est que cette fois, quelque chose en moi s'est brisé. Maman, j'ai déjà prêté plus de 20 000 € à Julien ces 2 dernières années. De l'argent que je n'ai jamais revu. Je ne peux pas continuer, ai-je expliqué avec tout le calme que j'ai pu trouver. Mon père, qui était resté silencieux jusqu'alors, s'est levé du fauteuil où il regardait le football. Je me souviens encore de l'odeur de bière et du son du match de l'Olympique lyonnais en fond sonore quand il s'est approché, me pointant du doigt. « Et pour qui tu te prends pour décider ? Tu te crois très maligne parce que tu gagnes 3 francs, 6 sous avec tes ordinateurs ? Cette famille t'a tout donné, et maintenant que ton frère a besoin de toi, c'est comme ça que tu nous remercies ? J'ai essayé d'expliquer que ce n'était pas que je ne voulais pas aider, mais que Julien devait prendre la responsabilité de ses décisions, que je ne pouvais pas continuer à être son filet de sécurité éternellement, que j'avais aussi mes propres projets, mes rêves. C'est alors que ma mère a ravivé toutes les vieilles blessures. Comment j'avais toujours été la bizarre, celle qui préférait les livres aux sorties entre amis. Comment je n'avais jamais ramené de petite amie à la maison, contrairement à mon frère, qui, au moins, avait une vie sociale. Comment mon caractère difficile avait toujours été une déception pour elle. Chloé, si tu passes cette porte, pour moi, tu n'es plus ma fille, a sentencié ma mère, les yeux pleins de larmes de rage. Il n'avait aucune idée de ce que j'avais construit, parce que je ne m'en étais jamais vantée. Pendant que j'envoyais de l'argent à la maison chaque mois, j'avais réussi à créer une petite entreprise de développement web qui comptait déjà 3 employés. J'avais investi mes économies intelligemment. J'avais appris à vivre avec peu pour pouvoir construire beaucoup. Et pourtant, à leurs yeux, j'étais l'égoïste, la sorcière qui avait osé dire non une seule fois. Alors, j'ai simplement hoché la tête. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai juste murmuré « D'accord ». J'ai tourné les talons, je suis sortie avec mon sac à main et mon passeport, et j'ai fermé la porte pour la dernière fois. Ils n'ont jamais demandé pourquoi je n'avais pas riposté. Ils n'ont jamais imaginé que j'avais déjà gagné. Dans le taxi qui me ramenait à la gare de la Part-Dieu, tandis que les rues de Lyon défilaient, floues, par la fenêtre, je me suis souvenue de toutes les fois où je m'étais tue pour maintenir la paix. Les Noëls gênants où je supportais les commentaires sur mon poids, mon célibat ou mon obsession pour le travail. Les anniversaires où mon cadeau pour Julien devait toujours être plus généreux parce qu'il traverse une mauvaise passe. Les appels au milieu de la nuit demandant de l'argent de toute urgence pour payer une dette. Cette nuit-là, dans le TGV qui me ramenait à Paris, en voyant s'éloigner les lumières de la région, j'ai pris une décision. La Chloé qui cédait toujours, qui baissait la tête, qui s'excusait d'exister, restait derrière. Une nouvelle Chloé était née, une qui n'avait plus besoin de l'approbation de personne. Dans mon appartement, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai acheté un billet d'avion. Ce ne serait pas Paris mon refuge cette fois. J'avais un plan que je préparais depuis des mois, sans même en être consciente jusqu'à ce moment précis. Cette nuit-là,
J'ai à peine dormi. J'ai rassemblé l'essentiel. Quelques vêtements, mes appareils électroniques, des documents importants. Tout le reste pouvait rester. Ce n'était que des choses. J'ai écrit un message à Laura, mon associée, lui expliquant que je travaillerais à distance pendant quelques mois. Elle en savait assez sur ma situation familiale pour ne pas poser de questions embarrassantes. Le lendemain matin, alors que j'attendais mon vol à Roissy, j'ai reçu le premier message de ma mère. « Ton père est très contrarié. J'espère que tu vas réfléchir et demander pardon. » Je l'ai effacé sans répondre. Puis un autre de Julien est arrivé. « Tu es une égoïste. Tu savais que ce projet allait marcher et maintenant nous allons tous souffrir par ta faute. » Quand l'avion a décollé, j'ai éteint mon téléphone et j'ai fermé les yeux. Pour la première fois depuis des années, je ne sentais pas cette oppression dans ma poitrine, ce nœud constant dans mon estomac. Ils ne savaient pas que pendant des années, j'avais économisé, investi, me préparant pour un jour pouvoir me libérer complètement. Ils ne savaient pas que leur petite idiote, qui ne connaissait que les ordinateurs, avait été assez intelligente pour se créer une vie à l'épreuve de leur manipulation. Le rugissement des moteurs de l'avion m'a bercé jusqu'à ce que je m'endorme. Dans mes rêves, je pouvais déjà voir les eaux turquoises qui m'attendaient. Le lendemain matin, j'ai atterri à Tulum. La brise salée des Caraïbes m'a frappé le visage dès que je suis sortie du petit aéroport, et pour la première fois depuis des années, j'ai respiré librement. La maison que j'avais achetée des mois plus tôt, discrètement, en espèces, m'attendait au bout d'un chemin de sable, caché entre les palmiers et avec une vue infinie sur la mer turquoise. Le chauffeur de taxi, un homme âgé nommé Hernan, m'a raconté des histoires locales pendant tout le trajet. Il m'a parlé de cénotes sacrées, des ruines mayas qui dominèrent la falaise, des meilleurs endroits pour manger du poisson frais. Je hochais la tête et souriais, profitant de cette nouvelle sensation, celle d'être simplement une étrangère sans passé, sans attente, sans fardeaux familiaux. « Vous venez en vacances, mademoiselle ?» m'a-t-il demandé alors que nous tournions sur un chemin de terre. « Non », ai-je répondu avec un sourire. « Je viens pour rester. » Quand nous sommes arrivés à la maison, le soleil de l'après-midi baignait la façade blanche de tons dorés. J'ai payé Hernan, qui a insisté pour m'aider avec mon unique valise jusqu'à la porte. « Bienvenue chez vous », a-t-il dit avant de partir, comme s'il savait exactement ce que ce moment signifiait pour moi. La maison était plus belle que dans mes souvenirs des photographies. Je l'avais achetée par l'intermédiaire d'un agent immobilier il y a 6 mois, quand j'ai commencé à sentir que j'avais besoin d'une issue de secours. Je n'aurais jamais pensé l'utiliser si tôt, mais quelque chose en moi savait que ce jour viendrait. J'ai défait mes valises lentement, savourant chaque objet que j'avais choisi moi-même. Des paréos colorés, des carnets vierges, mon vieil ordinateur portable rempli de rêves que je n'avais jamais osé partager. Personne ne connaissait cette vie, ni ma famille, ni mon ex-petit ami Michael qui m'avait quitté parce que j'étais trop ennuyeuse et prévisible, ni les amis qui ont disparu dès que j'ai cessé d'être utile pour organiser des sorties que je n'appréciais jamais. Cette maison était mon secret, ma forteresse, ma récompense pour avoir survécu à des années de guerre émotionnelle. Cette nuit-là, j'ai nagé sous les étoiles, seule, mais pas solitaire. J'ai senti le poids des années se dissoudre dans l'eau salée. Je n'étais plus leur bouc émissaire, leur compte en banque, leur déception. J'étais enfin, véritablement moi-même. Le lever du soleil m'a trouvée endormie dans le hamac du porche. Je me suis réveillée au son des vagues et du chant d'oiseaux tropicaux que je ne pouvais pas encore identifier. Pendant un moment de désorientation, j'ai cherché mon téléphone pour vérifier les messages. Une vieille habitude née de la peur de manquer une urgence familiale. Puis je me suis souvenue, il n'y avait plus d'urgence à gérer, plus de culpabilité à ressentir. J'ai préparé du café dans la petite cuisine, quelque chose de fort et d'aromatique acheté à l'aéroport. De la fenêtre, je pouvais voir comment le soleil transformait la mer d'un bleu profond en un turquoise brillant. J'ai allumé mon ordinateur portable et vérifié les emails professionnels. 3 nouveaux clients intéressés par nos services. Une question technique que je pouvais résoudre en quelques minutes. Un message de Laura demandant si j'allais bien. J'ai répondu à tout sans mentionner où je me trouvais, assurant simplement que je continuerais à assumer mes responsabilités. La matinée s'est déroulée tranquillement. J'ai travaillé quelques heures, résolu des problèmes de code en suspens, puis j'ai décidé d'explorer mon nouvel environnement. Le village était à environ 20 minutes de marche par la plage. J'ai mis une robe légère, un chapeau,
et j'ai commencé à marcher pieds nus sur le sable. Tulum était exactement comme je l'avais imaginé. Authentique, mais avec des touches de modernité pour les étrangers comme moi. De petits restaurants aux toits de palmes, des boutiques d'artisanat, un marché coloré où les vendeurs criaient leurs offres dans un mélange d'espagnol et d'anglais. J'ai acheté des fruits frais, du pain, du fromage local et une bouteille de mezcal. Une femme âgée avec des tresses grises et un sourire chaleureux m'a recommandé un savon fait à la main avec des ingrédients de la jungle. Pour nettoyer non seulement le corps, mais aussi l'âme, m'a-t-elle dit en l'enveloppant dans une feuille de bananier. Quelque chose dans son regard m'a fait penser qu'elle pouvait voir à travers moi, qu'elle connaissait mes blessures invisibles. Sur le chemin du retour, je me suis arrêtée à mi-chemin et je me suis assise sur le sable. La mer s'étendait devant moi, infinie et apaisante. J'ai sorti mon téléphone de ma poche et j'ai vérifié. 20 appels manqués, 30 messages. Je ne les ai même pas lus. Au lieu de cela, j'ai pris une photo de l'horizon et je l'ai envoyée à Laura avec un message. Je vais bien, mieux que jamais. Puis j'ai éteint le téléphone et je l'ai rangé. Ce jour-là, j'ai décidé que je ne l'allumerais que pour travailler. Le reste du temps, je vivrais déconnectée du monde que j'avais laissé derrière moi. Les jours suivants ont établi une routine que je n'avais jamais connue auparavant. Une routine dictée uniquement par mes désirs. Je me réveillais avec le soleil, travaillais pendant les heures les plus fraîches de la matinée, nageais au coucher du soleil. J'ai commencé à explorer les environs, découvrant des cénotes cachées où l'eau était si claire qu'on avait l'impression de flotter dans les airs. J'ai rencontré d'autres expatriés, des gens qui, comme moi, étaient venus chercher un nouveau départ. Sofia, une Argentine qui avait quitté son travail en entreprise pour ouvrir un petit café. Hans, un Allemand qui enseignait le yoga sur la plage. Lucie, une Mexicaine de Mexico qui avait fui le rythme effréné de la capitale. Aucun ne posait trop de questions sur le passé. Nous comprenions tous implicitement que quiconque vient dans un endroit comme Tulum fuit généralement quelque chose, ou cherche quelque chose qu'il ne peut nommer. Un soir, alors que nous dînions au café de Sofia, elle m'a demandé si mon ancienne vie me manquait parfois. Parfois, ai-je admis, surprise par ma propre honnêteté. Mais pas les gens. L'illusion d'appartenir à un endroit, d'avoir des racines, me manque. Les racines peuvent pousser dans n'importe quel sol fertile, a-t-elle répondu, en me servant plus de vin. Et tu t'épanouis ici, Chloé. Tout le monde peut le voir. Elle avait raison. En seulement 2 semaines, ma peau avait pris un teint doré, mes cernes avaient disparu, et la tension constante dans mes épaules s'était dissipée. La nuit, je ne me réveillais plus avec des cauchemars ou des crises d'angoisse. Lors des appels vidéo professionnels, Laura commentait à quel point j'avais l'air bien, même si elle ne me demandait jamais directement où j'étais. Elle savait respecter les limites. Dans ma nouvelle vie, j'ai découvert de petits plaisirs qui m'avaient été refusés auparavant. Passer des heures à lire sans me sentir coupable de perdre mon temps. Goûter de la nourriture épicée que ma mère avait toujours rejetée, danser seule sur la plage au coucher du soleil sans me soucier d'avoir l'air ridicule. J'ai redécouvert des parties de moi que j'avais supprimées pendant des années pour correspondre aux attentes familiales. Ma maison s'est transformée petit à petit. J'ai acheté de l'artisanat local, placé des coquillages et des pierres ramassées sur la plage sur les étagères, planté de petites succulentes dans des pots en terre cuite. Chaque objet représentait un choix conscient, quelque chose qui me plaisait à moi, et non quelque chose choisi pour plaire aux autres. Un matin, alors que je travaillais sur le porche, j'ai reçu un email qui allait encore plus changer ma vie. Une importante entreprise technologique voulait nous engager pour un projet de 6 mois. C'était le type de client dont j'avais toujours rêvé, celui qui pourrait propulser ma petite entreprise à un autre niveau. J'ai immédiatement appelé Laura. « Tu penses qu'on peut le faire ?» ai-je demandé, l'émotion contenue dans ma voix. « Tu plaisantes ?»« On se prépare à ça depuis des années, » a-t-elle répondu. « La question est, est-ce que tu reviens à Paris pour les réunions initiales ?» Je suis restée silencieuse, contemplant la mère qui était devenue ma confidente. « Non, » ai-je finalement dit. « Je peux gérer ma partie d'ici. Je te fais confiance pour les réunions en personne. »« Alors c'est décidé, » a dit Laura, et je pouvais entendre son sourire à travers le téléphone. « Au fait, ton frère est venu au bureau hier. Il a demandé après toi. » Un frisson m'a parcouru le dos. « Qu'est-ce que tu lui as dit ? » Que tu travaillais sur un projet spécial et que je n'avais aucun moyen de te contacter. Il est devenu assez insistant, mais tu sais comment est la sécurité du bâtiment.
J'ai remercié Laura pour sa discrétion et j'ai raccroché. Je savais que ce n'était qu'une question de temps avant que ma famille n'essaie de me localiser. Une partie de moi avait espéré profiter plus longtemps de ce silence, de cette paix nouvellement découverte. Pendant une semaine, il y a eu le silence. J'imaginais mes parents faisant les 100 pas, attendant que je revienne en rampant, que je demande pardon, que je supplie. Mais je ne l'ai pas fait. Chaque matin, je sirotais du jus de mangue frais, je répondais aux emails des clients et j'observais le lever du soleil peindre le ciel de couleurs qu'ils ne prendraient jamais la peine de remarquer. Je vivais. La routine à Tulum m'avait donné un sentiment de liberté que je n'avais jamais connu. Le matin, après avoir travaillé quelques heures, je faisais de longues promenades sur la plage. J'avais commencé à apprendre les noms des oiseaux locaux, grâce à un livre que Lucie m'avait offert. Les après-midi étaient consacrés à la baignade ou à l'exploration de la région avec mes nouveaux amis. Les nuits étaient pour la réflexion, parfois seule, parfois en partageant des histoires avec Sofia en buvant du mezcal sous les étoiles. Le jour de ma première semaine exacte au Mexique, j'ai reçu le premier message. C'était de Julien. « Maman est malade. Peux-tu envoyer 300 € pour des médicaments ?» Je l'ai ignoré, bien que j'ai ressenti une pointe de culpabilité que j'ai immédiatement réprimée. C'était le même schéma que toujours. L'urgence médicale, la culpabilité, l'argent. Combien de fois étais-je tombée dans ce piège ? Un jour plus tard, un appel manqué de ma mère, puis de mon père, puis des deux, l'un après l'autre. Pas de message, juste le silence au bout du fil quand je répondais. « Ça va ?» m'a demandé Sofia un après-midi, où elle m'a vu regarder mon téléphone avec une expression inquiète. « Ma famille », ai-je simplement répondu. Et elle a hoché la tête, comme si cette brève phrase expliquait tout. « Les fantômes reviennent toujours », a-t-elle dit en me servant un tequila. « Mais c'est toi qui décides de leur ouvrir la porte ou non. » Cette nuit-là, j'ai rêvé de mon enfance à Lyon. Des dimanches avec le poulet rôti familial, de ma mère m'apprenant à coudre, de mon père me portant sur ses épaules à la fête des Lumières. C'étaient des souvenirs réels, mais si lointains qu'ils semblaient appartenir à quelqu'un d'autre. À quel moment tout avait-il mal tourné ? Quand étais-je devenue la méchante de leur histoire ? Le 3e jour d'appel, j'ai finalement répondu. La voix de ma mère était brisée. On ne pensait pas ce qu'on a dit. Ton père était en colère, c'est tout. S'il te plaît, on a besoin d'aide. Tout s'écroule. Je n'ai rien dit. Pendant des années, j'avais financé leur vie, rempli leur frigo, payé leurs dettes, et pourtant ça n'avait jamais été suffisant. Maintenant que j'étais partie, la vérité les rattrapait. « Chloé, tu es là ?» a insisté ma mère. « Ton frère est désespéré. Il a dû vendre sa voiture. Ton père et moi, on a du mal à joindre les deux bouts depuis que tu es partie. »« Je suis là », ai-je finalement répondu, surprise par le calme de ma propre voix. « Mais je ne peux pas vous aider cette fois. Où es-tu ? On peut parler, arranger les choses en famille. Je ne suis pas à Paris, ai-je dit. Et non, on ne peut pas arranger ça. Pas cette fois. » Il y eut un long silence. Je pouvais presque voir ma mère passer le téléphone à mon père, comme il le faisait toujours quand la manipulation émotionnelle ne fonctionnait pas. Effectivement, la voix de mon père a retenti à l'autre bout du fil. « Chloé, ça a été trop loin. Ta mère est anéantie. C'est ça que tu voulais ? Nous voir souffrir ? » Non, papa. Je n'ai jamais voulu que vous souffriez. Je voulais juste que vous me respectiez. Du respect ? Après nous avoir abandonnés comme ça ? Julien a dû faire un prêt pour payer le loyer ce mois-ci. Ça te rend heureuse ? C'était le même discours que toujours. La culpabilité, l'obligation, la famille avant tout, même avant ma propre santé mentale. Mais cette fois, à des milliers de kilomètres, avec le bruit de la mer en fond, ces mots n'avaient plus le même pouvoir sur moi. Papa, Julien a 32 ans. Il est temps qu'il assume ses propres décisions. Et vous aussi, tu es une ingrate. Après tout ce qu'on a fait pour toi, et qu'est-ce que j'ai fait pour vous ? L'ai-je interrompu, me surprenant moi-même. Je n'avais jamais élevé la voix sur mon père auparavant. Qui a payé le crédit immobilier quand papa a perdu son travail ? Qui a envoyé de l'argent pour l'opération du genou de maman ? Qui a entretenu cette famille ces 5 dernières années ? Le silence à l'autre bout du fil fut révélateur. Nous n'avions jamais parlé ouvertement de l'argent que j'apportais. C'était comme un secret honteux, quelque chose que nous savions tous, mais que nous feignions d'ignorer. « C'est ça, la famille », a finalement murmuré mon père.
S'entraider. Exactement. Mutuellement. Pas unilatéralement. J'ai raccroché sans attendre de réponse. Mes mains tremblaient, mais je ne me sentais pas mal. Pour la première fois, j'avais dit à voix haute ce que je pensais depuis des années. Ce soir-là, Sofia a organisé une petite réunion sur la plage. Un feu de camp, de la musique, des amis partageant des histoires. Je me suis assise entre elle et Hans, laissant la conversation couler autour de moi. Quelqu'un a apporté une guitare et nous avons commencé à chanter des chansons en 3 langues différentes. Le ciel était incroyablement étoilé, comme je ne l'avais jamais vu à Paris. « Tu vas bien ?» m'a demandé Hans à un moment où les autres étaient distraits. « Tu as l'air soucieuse. » Je lui ai brièvement raconté l'appel. Il m'a écoutée sans m'interrompre, hochant la tête de temps en temps. Quand j'ai eu fini, il m'a offert plus de vin et a dit « Ma grand-mère avait un dicton. Les blessures familiales sont les plus profondes, mais elles cicatrisent aussi si on leur donne de l'air frais. Et qu'est-ce que ça veut dire exactement ?» ai-je demandé, souriant à la sagesse typiquement énigmatique de Hans. « Ça veut dire que tu as bien fait de partir, de mettre de la distance. Mais ça veut aussi dire qu'un jour, peut-être, tu pourras regarder en arrière sans douleur. » Je n'étais pas sûre de le croire, mais j'ai apprécié ses paroles. Les jours suivants ont apporté plus d'appels, plus de messages. Ma mère alternait entre la colère et les supplications. Mon père était plus direct. Ils avaient besoin d'argent. Julien, étonnamment, ne m'a pas contacté directement après le premier message, même si j'ai su par Laura qu'il était retourné au bureau en demandant après moi. Un matin, alors que je travaillais sur le porche, j'ai reçu un email qui m'a fait retenir mon souffle. C'était de ma tante Pascale, la sœur de ma mère, avec qui j'avais perdu contact il y a des années, après qu'elle se soit disputée avec mes parents pour une affaire de famille jamais élucidée. « Chère Chloé », disait le message, « ta mère m'a contactée après 7 ans de silence. Elle dit que tu as disparu et qu'ils sont désespérés. Les connaissant, j'imagine qu'il y a bien plus dans cette histoire. Si tu veux parler, je suis là. Sans jugement. Pascal avait toujours été le mouton noir de la famille. Elle avait divorcé 2 fois, voyagé à travers le monde et n'avait jamais eu d'enfant. Ma mère avait l'habitude de l'appeler l'irresponsable, mais je l'admirais secrètement. Je lui ai répondu immédiatement, lui racontant brièvement ma situation actuelle. Je n'ai pas mentionné Tulum spécifiquement, juste que j'allais bien et que j'avais besoin de temps loin de la famille. Sa réponse est arrivée le même après-midi. « Je suis heureuse de savoir que tu vas bien. Je ne leur dirai rien, ne t'inquiète pas. Mais laisse-moi te dire quelque chose que j'ai appris à mes dépens. Fixer des limites n'est pas la même chose que couper les ponts. Prends ton temps, guéris tes blessures, mais ne laisse pas le ressentiment te consumer. Je t'embrasse depuis Bordeaux. » Ces mots m'ont accompagnée pendant des jours, tandis que je nageais dans les cénotes, que je travaillais, que je dînais avec mes nouveaux amis. Fixer des limites n'est pas la même chose que couper les ponts. Était-ce ce que je faisais? Fixer des limites ou couper les ponts définitivement? Un après-midi, en explorant un petit marché local, j'ai rencontré une artisane qui vendait des bracelets tressés. Celui-ci représente la transformation, m'a-t-elle dit, me montrant un bracelet de fil bleu et doré, comme le papillon qui doit briser son cocon pour pouvoir voler. J'ai acheté le bracelet et je l'ai mis immédiatement. Transformation. C'était exactement ce que je vivais. Ce soir-là, sur une impulsion, j'ai décidé de rallumer mon téléphone français que j'avais gardé éteint pendant des jours. La cascade de notifications fut écrasante. Appels manqués, messages WhatsApp, emails. Parmi eux, un SMS d'un numéro inconnu qui s'est avéré être mon ancienne voisine à Paris. « Chloé, tes parents et ton frère sont venus te chercher. Ils avaient l'air très agités. Je leur ai dit que je ne savais pas où tu étais. Tu vas bien? As-tu besoin d'aide ?» L'idée qu'ils soient allés jusqu'à Paris pour me chercher m'a inquiétée. Jusqu'où étaient-ils prêts à aller? J'ai immédiatement appelé Laura. Ils ont appelé le bureau tous les jours, m'a-t-elle confirmé. Ils ont même menacé d'aller à la police pour signaler ta disparition. Je leur ai dit que tu travaillais à l'étranger et que tu étais en contact régulier avec l'entreprise, donc techniquement tu n'avais pas disparu. Merci, Laura. Je suis vraiment désolée que tu doives gérer ça. Ne t'inquiète pas. Mais Chloé, combien de temps vas-tu rester comme ça? Pas pour eux, mais pour toi. Tu as l'air heureuse là-bas, mais tu sembles aussi être dans une sorte de limbe. Sa question m'a laissée pensive. Étais-je dans les limbes? Tulum était-il un refuge temporaire? Ou mon nouveau foyer permanent? Fuyais-je ou avançais-je? Cette nuit-là,
Assise sur mon porche, avec le son des vagues comme seule compagnie, j'ai décidé qu'il était temps de prendre une décision. Je ne pouvais pas continuer à simplement réagir aux appels et aux messages de ma famille. J'avais besoin d'un plan, d'une position claire. Le lendemain, alors que je prenais mon petit déjeuner au café de Sofia, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. Encore. Cette fois, j'ai décidé de répondre avec tout le calme que je pouvais rassembler. Les jours ont passé. Maintenant, ils appelaient tous les jours, avec des voix de plus en plus désespérées à chaque tentative. Je bloquais un numéro. Ils en utilisaient un autre. Pendant ce temps, mon entreprise a atteint ses bénéfices les plus élevés, 120 000 € ce trimestre. Ironiquement, j'avais plus d'argent que jamais, et moins de raisons que jamais de le partager. « Bonjour maman », ai-je répondu calmement ce matin-là, assise dans mon hamac avec la vue sur la mer infinie. « Chloé, Dieu merci. » Sa voix semblait soulagée mais tendue. « Où es-tu ? On s'est fait beaucoup de soucis. »« Je vais bien, maman. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. » Un bref silence, puis « Ton père veut te parler. » Le changement de téléphone, ce rituel si familier. Mon père s'est raclé la gorge avant de parler, comme il le faisait toujours lorsqu'il préparait un discours. « Chloé, ça n'a été trop loin. Presque 1 mois sans nouvelles de toi. Ta mère ne dort presque plus. Julien a dû emménager avec nous parce qu'il ne peut pas payer son appartement. La situation est insoutenable. « Et en quoi puis-je t'aider, papa ?» ai-je demandé, en gardant ma voix neutre tout en observant un pélican plongé dans l'eau cristalline. « Nous avons besoin que tu reviennes. Et nous avons besoin d'aide économique, je ne vais pas te mentir. Les choses sont très difficiles. » J'ai fermé les yeux, sentant le soleil sur mon visage. La brise faisait doucement bouger les palmiers qui entouraient ma terrasse. Ce paradis que j'avais construit de mes propres efforts, loin de leurs demandes et de leurs manipulations. « Papa, j'ai beaucoup réfléchi ces dernières semaines. Tu sais ce que j'ai découvert ? Que je n'ai jamais été le problème. J'ai seulement cessé d'alimenter un système construit sur la culpabilité, la manipulation et le sentiment que tout vous est dû. De quoi parles-tu ? Nous t'avons toujours aimé, toujours soutenu. Quand, papa ? Quand m'avez-vous soutenu ? Quand je travaillais 16 heures par jour pour payer mes études, pendant que Julien abandonnait les siennes et que vous continuiez à financer chacun de ses caprices ? Quand vous me traitiez d'ennuyeuse, parce que je préférais rester à la maison à programmer plutôt que de sortir faire la fête ? Ou peut-être quand ma maman m'a dit que ma réussite professionnelle ne signifiait rien parce que je n'avais ni mari ni enfant. Mon père est resté silencieux, ce qui était inhabituel pour lui. Je pouvais imaginer son expression de déconcertement, les rides de son front se creusant. Je ne lui avais jamais parlé comme ça. « Ma fille, je ne sais pas ce qui t'arrive, mais tu n'es pas toi-même. Nous voulons seulement ce qu'il y a de mieux pour toi. » « Non, papa. Vous voulez ce qu'il y a de mieux pour vous. Et pendant des années, j'ai été ça. Votre solution, votre filet de sécurité économique. Mais vous savez quoi ? Pour la première fois de ma vie, maintenant, je suis moi-même. Complètement. » Mon père a alors changé de stratégie, sa voix devenant plus douce, presque suppliante. « Chloé, nous faisons tous des erreurs. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes ta famille. Les liens du sang ne peuvent être niés. La famille, ce n'est pas une question de sang, papa. C'est une question de respect et d'amour inconditionnel. Je vous ai aimé inconditionnellement pendant des années. Mais vous m'avez aimé avec des conditions, toujours. Comment peux-tu dire ça ? Nous t'avons tout donné. Vous m'avez donné ce qui vous arrangeait de me donner. Et vous m'avez pris bien plus que ce que vous m'avez donné. » La conversation s'est poursuivie sur ce ton pendant plusieurs minutes. Mon père alternant entre la supplication et le reproche. Moi restant ferme, mais calme. Finalement, il a dit quelque chose qui m'a confirmé que j'avais pris la bonne décision en partant. « Sans nous, tu ne serais personne. »« Au revoir, papa », ai-je répondu, et j'ai raccroché. Je suis restée à regarder le téléphone dans ma main, attendant de ressentir de la culpabilité, de la tristesse, ou au moins de la nostalgie. Mais je n'ai ressenti que de la clarté. Une clarté cristalline comme l'eau des Caraïbes devant moi. Cet après-midi-là, j'ai reçu un email de mon père. « Nous avons perdu la maison. Ta mère n'arrête pas de pleurer. Ton frère ne trouve pas de travail. S'il te plaît, rentre à la maison. » Mais il n'y avait pas d'excuse, pas de reconnaissance de la douleur qu'ils avaient causée. Juste une autre supplique pour de l'argent déguisé en inquiétude. « Ça va ?» a demandé Sofia quand je suis arrivée à son café cet après-midi-là.
plus tard que d'habitude. Tu as l'air d'avoir mené une bataille. C'est exactement ce que j'ai fait, ai-je répondu, me laissant tomber sur une chaise. Et je crois que j'ai enfin gagné. Je lui ai parlé de l'appel et de l'email. Sofia m'a écouté tout en préparant 2 margaritas, hochant la tête de temps en temps. Tu sais quel est le problème avec les familles toxiques ? A-t-elle finalement dit, en me passant la boisson glacée. C'est qu'elles te convainquent que c'est toi le problème. Que si seulement tu étais plus compréhensive, plus généreuse, plus obéissante, tout irait bien. C'est le mensonge le plus cruel qui soit. Comment le sais-tu ? Ai-je demandé, surprise par son intuition. Parce que moi aussi, je me suis échappée, a-t-elle répondu avec un sourire triste. Pas de France, mais de Buenos Aires. Pas de parents, mais d'un mari qui m'a fait croire pendant des années que j'étais la folle, la difficile, l'insuffisante. Ce soir-là, Sofia m'a présenté à d'autres expatriés à Tulum, qui avaient été des histoires similaires, des gens qui avaient eu besoin de mettre un océan entre eux et leur passé pour se retrouver. Nous avons bu, partagé des anecdotes, ri de l'absurdité de tout cela vu de loin. Le problème, a dit Manuel, un photographe chilien qui avait laissé derrière lui une famille contrôlante, c'est que lorsque tu es le pilier d'une structure dysfonctionnelle, ton absence fait tout s'effondrer, et alors ils te reprochent de partir, pas ce qu'ils ont fait pour provoquer ton départ. Ces mots ont profondément résonné en moi. Pendant des années, j'avais été le pilier économique et émotionnel de ma famille, la sensée, la responsable, celle qui cédait toujours pour maintenir la paix. Mon départ avait exposé la fragilité de ce système. Le lendemain, alors que je travaillais sur un nouveau projet pour un client important, j'ai reçu une notification de mon application bancaire. Mon père avait tenté d'accéder à mon compte. Il y a des années, je lui avais donné un accès d'urgence, quelque chose que j'avais oublié de changer dans ma hâte de partir. J'ai immédiatement appelé la banque et bloqué tous les accès, changeant les mots de passe et configurant de nouvelles mesures de sécurité. Laura m'a contactée par appel vidéo le même après-midi. « Chloé, tu es assise ? J'ai des nouvelles. » Son visage sur l'écran semblait un mélange d'indignation et de surprise. Elle m'a raconté que Julien était allé au bureau en exigeant de parler au service financier, prétendant être mon frère et avoir besoin d'accéder au compte de l'entreprise pour une urgence familiale. Bien sûr, Martin du service juridique l'a fait sortir du bâtiment dès qu'ils m'ont prévenu, a expliqué Laura. Mais j'ai pensé que tu devrais le savoir. Ils franchissent des limites, Chloé. Je sais, ai-je répondu, étonnamment calme. Ils l'ont toujours fait. La différence, c'est que maintenant, j'ai aussi des limites claires. Ce soir-là, j'ai écrit un long email à ma tante Pascale, lui racontant toute la vérité sur ma situation économique, sur la façon dont j'avais financé ma famille pendant des années, sur les manipulations et le chantage émotionnel. Je lui ai aussi expliqué où j'étais et ce que j'avais découvert sur moi-même pendant ce temps de solitude. Sa réponse est arrivée le lendemain matin. « Chère Chloé, rien de ce que tu me racontes ne me surprend. J'ai vécu quelque chose de similaire avec ta mère quand nous étions jeunes. Il y a des schémas familiaux qui se répètent de génération en génération jusqu'à ce que quelqu'un ait le courage de les briser. Tu as été cette personne courageuse dans ta génération. Je suis fière de toi. Et quand tu seras prête, j'adorerais te rendre visite dans ton paradis. » Cette invitation m'a fait réaliser que je n'avais pas coupé les ponts avec toute ma famille, seulement avec les relations toxiques. La possibilité de liens sains existait encore, selon mes propres termes. Alors que je réfléchissais à cela, j'ai reçu un message de ma mère. « Ton père a dû faire un prêt personnel. C'est ça que tu voulais ? Nous voir humiliés ? » La manipulation était si évidente qu'elle m'a presque fait rire. Des années auparavant, ce message m'aurait anéanti, m'aurait fait courir à la banque pour faire un virement immédiat, suivi d'excuses pour ne pas avoir été plus attentive à leurs besoins. Au lieu de cela, j'ai archivé le message sans répondre. J'ai réalisé que je ne ressentais plus le besoin de me défendre, de m'expliquer, de me justifier. Ils ne comprendraient jamais que je n'étais pas le problème. Je ne l'avais jamais été. En allant à la plage pour ma baignade du soir, je suis passée par le marché local. La même artisane des bracelets m'a saluée avec un sourire. « Le papillon s'est envolé aujourd'hui », a-t-elle dit, en montrant le bracelet à mon poignet. Je n'ai pas demandé comment elle le savait. Dans des endroits comme Tulum, les coïncidences semblent parfois avoir des significations plus profondes. « Oui », ai-je répondu. « Chinina »,
Et il a découvert que le monde est beaucoup plus grand et plus beau que ce qu'on lui avait fait croire. J'ai décidé de répondre une fois. Juste une fois. Après des semaines à esquiver les appels et à archiver les messages, j'ai senti qu'il était temps de mettre un point final clair. Non pas pour eux, mais pour moi. Je me suis assise sur la terrasse de ma maison, avec le son de la mer comme témoin, et j'ai écrit « Je ne reviendrai pas. J'ai construit ma vie sans votre soutien. Maintenant, vous devez faire de même. Je ne les ai pas insultés. Je n'ai pas mentionné les années de manque de respect. Je leur ai simplement donné la conclusion qu'ils ne m'avaient jamais donnée. La matinée était parfaite, avec ce bleu intense qui n'existe que dans les Caraïbes. J'ai pris une photo du lever du soleil avant d'envoyer le message, comme pour capturer le moment exact où je coupais définitivement les chaînes invisibles qui m'avaient liée pendant si longtemps. Pendant des heures, il n'y a pas eu de réponse. J'ai travaillé sur mon code comme n'importe quel autre jour. J'ai eu une réunion virtuelle avec Laura et l'équipe à Paris. J'ai nagé au coucher du soleil. J'avais presque oublié le message quand, vers minuit, mon téléphone a vibré avec la réponse de ma mère. Comment peux-tu être si insensible ? Une seule phrase. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai rien ressenti. Ni culpabilité, ni tristesse. Seulement de la clarté. Il n'avait jamais été intéressé par mon bien-être, seulement par mon utilité. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» m'a demandé Hans le lendemain, alors que nous marchions sur la plage. Je lui avais parlé de l'échange de messages. « Rien », ai-je répondu tranquillement. « Il n'y a rien de plus à dire. Et s'ils continuent d'insister, j'ai bloqué leurs numéros principaux. J'ai configuré des filtres dans ma messagerie. J'ai donné des instructions claires à Laura sur la façon de gérer toute visite au bureau. Je me suis arrêtée pour ramasser un coquillage parfait sur le sable. Pour la première fois de ma vie, j'ai mis mes besoins avant les leurs. Et ça me semble juste. Hans a hoché la tête, compréhensif. Comme beaucoup d'expatriés à Tulum, il avait lui aussi laissé derrière lui des relations compliquées. Le vrai pouvoir n'est pas de crier plus fort, a-t-il dit, mais dans la capacité de s'éloigner d'un combat qui n'en vaut pas la peine. Cet après-midi-là, en consultant mes emails professionnels, j'en ai trouvé un qui m'a coupé le souffle. Il venait de Thérèse, une ancienne camarade d'université avec qui j'avais perdu contact il y a des années. L'objet disait « Ton frère m'a contacté. Tu vas bien ?» L'email expliquait que Julien l'avait trouvé sur LinkedIn et lui avait écrit en demandant désespérément de mes nouvelles. Il lui avait raconté une histoire dramatique sur la façon dont j'avais abandonné la famille dans une crise économique, possiblement sous l'influence de mauvaise fréquentation, ou même de une sorte de secte. Thérèse, inquiète, voulait savoir si j'allais bien et si j'avais besoin d'aide. J'ai ressenti un mélange de rage et d'incrédulité. Une secte ? De mauvaises influences ? La créativité de Julien pour se victimiser avait toujours été impressionnante. Mais là, on atteignait de nouveaux sommets. Je lui ai répondu en la remerciant pour son inquiétude, lui expliquant brièvement que j'allais parfaitement bien, que je vivais à l'étranger par choix et que les accusations de mon frère étaient complètement fausses. « Je m'en doutais », a-t-elle répondu presque immédiatement. « Tu as toujours été la plus sensée du groupe. » Mais je devais vérifier. Au fait, si tu as besoin de parler, je suis là. Cette petite marque de soutien, de la part de quelqu'un qui n'avait jamais été très proche de moi, m'a émue plus que je ne l'aurais cru. Elle m'a fait réaliser qu'il existait des gens capables d'offrir une amitié sans condition, sans attente, sans manipulation. Les jours suivants se sont déroulés dans le calme. Chaque matin, au réveil, je sentais mon corps s'alléger, comme si je me débarrassais de poids invisibles que j'avais portés pendant des années. Ma peau bronzée brillait de santé. Mes cheveux, toujours attachés en un chignon austère à Paris, tombaient maintenant libres et sauvages sur mes épaules, avec des mèches éclaircies par le soleil. « Tu as l'air d'une autre personne », a commenté Lucie un après-midi, alors que nous prenions un café au village. « Quand tu es arrivée, tu avais ce regard, comme un animal traqué. Maintenant, tes yeux brillent. » C'était vrai. La transformation n'était pas seulement intérieure. Mon corps lui-même s'était adapté à cette nouvelle réalité, à cette liberté nouvellement découverte. Même ma façon de m'habiller avait changé, abandonnant les couleurs neutres et les vêtements discrets pour des robes fluides, aux tons vibrants, des sandales artisanales, des bijoux locaux faits de graines et de pierres. Une semaine après mon message d'adieu,
J'ai reçu un email de mon père. Contrairement au précédent, celui-ci était long, élaboré. Chloé, ta mère est anéantie. Elle ne mange pas, dort à peine. Julien a dû faire un autre prêt pour couvrir des frais médicaux. La maison où tu as grandi, où se trouvent tous nos souvenirs de famille, est sur le point d'être saisie. Est-ce cela que tu veux pour ta famille? Est-ce la fille que nous avons élevée? Tu as toujours été différente, toujours le nez dans les livres, toujours distante. Mais nous n'aurions jamais pensé que tu serais capable d'une telle cruauté. Si ta grand-mère vivait, elle mourrait une seconde fois en voyant ce que tu es devenue. Chaque mot était soigneusement choisi pour causer le maximum de tort, pour activer chaque bouton de culpabilité installé pendant des décennies. C'était une attaque de maître, digne d'un manipulateur expérimenté. Je l'ai lue 3 fois. La première, l'estomac noué. La deuxième, avec une étrange distance analytique, comme si j'étudiais un cas dans un livre de psychologie. La troisième, avec une sérénité qui m'a surprise moi-même. J'ai décidé de répondre, non pas parce qu'ils en avaient besoin, mais parce que j'en avais besoin. J'ai écrit « Papa, je suis désolée que vous traversiez des difficultés. Vraiment désolée. Mais pendant des années, j'ai été votre bouée de sauvetage économique tout en supportant les critiques, le mépris et la manipulation émotionnelle. Je suis partie parce que vous m'avez mise à la porte en me traitant de sorcière et de parasite pour avoir refusé de financer un autre échec de Julien. Je ne suis pas partie par cruauté, mais par survie. Si grand-mère vivait, elle me comprendrait probablement mieux que quiconque. Elle aussi a su ce que c'était que de se sacrifier pour une famille qui tenait ses efforts pour acquis. Je vous souhaite le meilleur. J'espère que vous trouverez un moyen de résoudre vos problèmes financiers. Mais ce ne sera pas grâce à moi. Cette conversation est terminée. Après avoir envoyé cet email, j'ai également bloqué cette adresse email. C'était à mon tour de dire non. Un non définitif, sans fissure par où la manipulation pourrait s'infiltrer. Cette nuit-là, j'ai rêvé de ma grand-mère Chloé, dont j'ai hérité le nom. Dans le rêve, nous étions dans la cuisine de son petit appartement à la Croix-Rousse, préparant du pain perdu comme nous le faisions quand j'étais enfant. « Tu as bien fait, ma petite », me disait-elle dans le rêve, avec son accent lyonnais. « Parfois, l'amour, c'est de s'éloigner. » Je me suis réveillée avec des larmes aux yeux, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. Pour la première fois depuis mon arrivée à Tulum, j'ai pleuré de soulagement. Un pleur purificateur qui a lavé les derniers résidus de culpabilité et de peur. Ce matin-là, alors que je prenais mon petit déjeuner sur ma terrasse, j'ai reçu un appel de Laura. Devine quoi? Le projet pour la multinationale a été un succès retentissant. Ils veulent prolonger le contrat pour 2 ans de plus, avec un budget qui double l'actuel. C'est incroyable, Laura. Tu vois? Je t'avais dit qu'on pouvait le faire. Oui, mais ce n'est pas tout. Ils veulent que nous ouvrions un bureau à Mexico pour servir leur filiale latino-américaine. Et je me demandais si... si ça t'intéresserait de le diriger. Je suis restée sans voix un instant. Un bureau au Mexique. La possibilité de m'établir de façon permanente dans ce pays qui m'avait accueillie, qui m'avait permis de me réinventer. J'ai besoin d'y réfléchir, ai-je finalement répondu. C'est une décision importante. Bien sûr. Prends ton temps. Mais, Chloé, je pense que tu serais parfaite pour ça. Et tu as l'air si heureuse là-bas. Après avoir raccroché, je me suis assise sur le sable devant ma maison, laissant les vagues mouiller mes pieds. Étais-je prête à prendre racine ici, à transformer ce refuge temporaire en un foyer permanent? La réponse est venue sous la forme d'un souvenir. Mon père disant « Si tu passes cette porte, pour moi, tu n'es plus ma fille. » Ça avait été une menace destinée à me contrôler, à me garder dans le rang. Mais c'était devenu une libération involontaire. Il m'avait donné, sans le vouloir, la permission dont j'avais besoin pour être libre. Cet après-midi-là, en nageant dans mon coin préféré de la plage, là où les rochers forment une petite crique protégée, j'ai pris ma décision. J'accepterai l'offre de Laura. Je ferai de ce chapitre de ma vie quelque chose de permanent. Non pas parce que je fuyais, mais parce que j'avançais. De retour à la maison, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. J'ai appelé ma tante Pascale. « Chloé, quelle joie de t'entendre. Comment vas-tu, ma nièce ?»« Bien, Tati. Mieux que jamais, en fait. Tu te souviens que tu m'as dit que tu aimerais me rendre visite un jour? Que dirais-tu de venir m'aider à chercher une maison plus grande
Il semble que je vais rester au Mexique indéfiniment. Son rire chaleureux a rempli la ligne. Donne-moi 2 semaines pour régler quelques affaires et je serai là. J'ai toujours su que tu tenais plus de moi que de ta mère, même si elle n'a jamais voulu le voir. Quand j'ai raccroché, je me suis sentie en paix. J'avais dit non à la toxicité, à la manipulation, au chantage émotionnel. Mais je disais aussi oui à de nouvelles connexions, à des relations saines, à des opportunités de croissance. Ce soir-là, j'ai écrit dans mon journal. Aujourd'hui, j'ai compris que dire non, ce n'est pas fermer des portes, mais en ouvrir, les bonnes. 3 mois ont passé. Ils n'appellent plus. Peut-être ont-ils abandonné, peut-être ont-ils trouvé une autre source de revenus. Ça ne m'importe plus. Je me réveille au chant des oiseaux. Je bois du thé sur ma terrasse. Et je passe mes journées à écrire du code et à observer comment l'océan change d'humeur avec le vent. La maison plus grande que j'ai trouvée avec l'aide de ma tante Pascale est à seulement 10 minutes de mon refuge d'origine. C'est une construction traditionnelle adaptée au climat tropical avec de grands espaces ouverts, de hauts plafonds de palmes et un jardin où j'ai commencé à cultiver des herbes aromatiques et des fleurs locales. Les murs, peints d'un blanc lumineux, contrastent avec les couleurs vibrantes des textiles mexicains que j'ai collectionnés. Pascal est resté 1 mois entier avec moi. C'était comme redécouvrir une partie de ma famille qui avait toujours été là, mais que les dynamiques toxiques avaient tenue à l'écart. Elle m'a raconté des histoires de ma mère que je n'avais jamais entendues, sur comment elle aussi avait été une jeune femme avec des rêves et des ambitions, avant d'épouser mon père et d'adopter sa vision limitée du monde. « Ta mère n'a pas toujours été comme ça », m'a-t-elle dit un soir, alors que nous partagions une bouteille de vin sur la terrasse. Quand nous étions adolescentes, elle voulait être journaliste, voyager à travers le monde. Elle avait une curiosité insatiable et un esprit brillant. Que s'est-il passé ? Ai-je demandé, essayant de réconcilier cette image avec la femme aigrie et manipulatrice que je connaissais. La vie, je suppose. Ou plutôt, les choix qu'elle a faits. Elle est tombée amoureuse de ton père, a arrêté ses études, a eu Julien très jeune. Et peu à peu, elle a renoncé à ses rêves, se convainquant que le sacrifice était de l'amour. Cette conversation m'a donné une nouvelle perspective. Elle ne justifiait pas le comportement de ma mère envers moi, mais elle m'a aidé à comprendre comment les gens peuvent devenir des versions méconnaissables d'eux-mêmes lorsqu'ils permettent aux autres de définir leurs valeurs. Le bureau à Mexico est un succès retentissant. 2 fois par semaine, je me rends dans la capitale pour des réunions en personne, mais le reste du temps, je travaille depuis Tulum. Nous avons embauché une équipe locale talentueuse et enthousiaste, et nos clients latino-américains ont augmenté de 200% en seulement 3 mois. Laura est venue me rendre visite il y a quelques semaines. Elle est tombée instantanément amoureuse du Mexique et envisage sérieusement de passer plus de temps ici. C'est comme si tu avais découvert un secret que le reste d'entre nous avait besoin de connaître, m'a-t-elle dit alors que nous marchions sur la plage au coucher du soleil. Je me suis fait de nouveaux amis, des gens authentiques qui ne demandent pas ce que je peux leur donner. Le cercle qui a commencé avec Sofia, Hans et Lucie s'est élargi pour inclure Alejandro, un architecte mexicain qui a conçu les rénovations de ma nouvelle maison. Martina, une chef argentine qui a ouvert un petit restaurant de cuisine fusion. Et Daniel, un plongeur professionnel qui m'apprend à explorer les récifs coralliens. Avec eux, j'ai redécouvert le plaisir de la compagnie sans attente, de l'amitié basée sur des affinités réelles et non sur des obligations familiales ou des histoires partagées. Nous nous réunissons pour des dîners improvisés, des excursions vers des cénotes cachées, des soirées de musique sous les étoiles. Parfois, nous parlons de nos passés, de ce que nous avons laissé derrière nous, mais le plus souvent, nous parlons de nos présents et de nos avenirs. J'ai même commencé à mentorer de jeunes femmes en ligne, les aidant à construire leurs propres entreprises technologiques. Je leur dis « Vous ne devez votre paix à personne ». Et je le pense sincèrement. Une de mes mentorées, Gabriela, une programmeuse vénézuélienne de 22 ans, me rappelait beaucoup moi-même à son âge. Talentueuse, travailleuse, mais piégée dans une dynamique familiale qui étouffait son potentiel. Après plusieurs mois de mentorat, elle a réussi à décrocher son premier client international et a pu emménager dans son propre appartement. « Je n'aurais jamais pensé pouvoir faire ça seule », m'a-t-elle dit lors de notre dernier appel vidéo, ses yeux brillants de fierté. « J'ai toujours cru que j'avais besoin de la permission de quelqu'un pour voler. Personne ne peut te donner la permission d'être qui tu es.
lui ai-je répondu. Cette permission, tu ne peux te la donner qu'à toi-même. Parfois, quand je marche sur la plage à l'aube, j'entends encore des échos de ce cri final. Tu n'es personne. Mais ici, dans cet endroit que j'ai créé pour moi-même, je connais la vérité. Je suis quelqu'un, et je l'ai toujours été. La liberté, j'ai découvert, a le goût du sel et du silence. Des matins tranquilles où le seul son est celui des vagues qui se brisent sur le rivage. Des décisions prises sans tenir compte du jugement des autres. Des nuits où la seule chaleur dont j'ai besoin est celle de ma propre peau sous les étoiles. L'autre jour, en regardant de vieilles photographies sur mon ordinateur, j'en ai trouvé une du dernier Noël que j'ai passé avec ma famille à Lyon. Nous étions tous autour de la table, mon père en bout de table, ma mère à sa droite, Julien à sa gauche, moi à l'autre bout. Nous sourions tous à l'appareil photo, mais maintenant je pouvais voir ce que je n'avais pas vu alors. La tension dans mon sourire, la façon dont je me recroquevillais légèrement, essayant d'occuper moins d'espace, la manière dont mes yeux évitaient ceux de mon père, cherchant à éviter tout motif de confrontation. Cette nuit-là, sous l'impact de ce souvenir, j'ai écrit une lettre que je n'enverrai jamais. Une lettre à cette version plus jeune de moi-même, lui disant qu'un jour, elle serait libre, qu'un jour elle respirerait sans ce poids constant sur la poitrine, qu'un jour elle trouverait son véritable foyer, non pas dans les murs qui l'ont vue grandir, mais dans la personne qu'elle deviendra. La semaine dernière, j'ai reçu un message inattendu de mon cousin Alexandre, le fils de ma tante Pascale. Nous n'avions jamais été proches, séparés autant par la géographie que par les tensions familiales, mais apparemment ma tante lui avait parlé de ma nouvelle vie. « Salut Chloé », disait le message. « Je ne sais pas si tu te souviens de moi, c'est Alexandre, le fils de Tati Pascale. Ma mère m'a dit que tu vis au Mexique maintenant. » Quelle coïncidence, car je prévois un voyage à Cancun le mois prochain pour le travail. Est-ce que ce serait possible qu'on se voie ? J'adorerais rencontrer la cousine courageuse dont ma mère parle tant. J'ai souri en lisant ces mots. La cousine courageuse. Un titre que je ne me serais jamais attribué il y a seulement quelques mois. Je lui ai répondu que j'adorerais le voir, et qu'il serait le bienvenu à Tulum quand il le voudrait. C'est curieux comme la vie fonctionne. En m'éloignant d'une partie de ma famille, j'ai commencé à renouer avec une autre. En établissant des limites claires, j'ai ouvert de l'espace pour des relations plus saines. En disant non à ceux qui me vidèrent de mon énergie, j'ai pu dire oui à ceux qui me nourrissent. Il y a 2 jours, en plongeant avec Daniel dans un récif voisin, j'ai vécu une expérience extraordinaire. Un groupe de tortues de mer nageait tranquillement parmi les coraux. L'une d'elles, particulièrement grande et ancienne selon ce que Daniel m'a expliqué plus tard, s'est approchée de moi sans peur. Pendant quelques minutes magiques, nous avons nagé ensemble, côte à côte, en parfaite harmonie. Ces mouvements étaient de fluides, élégants, sans effort apparent. Plus tard, sur la plage, Daniel m'a raconté que les tortues de mer retournent toujours sur la plage où elles sont nées pour pondre leurs œufs, même après avoir parcouru des milliers de kilomètres. Elles ont un sens inné du foyer, a-t-il expliqué. Peu importe la distance, elles savent toujours comment retourner là où elles appartiennent. Cette nuit-là, en contemplant les étoiles depuis mon hamac, j'ai réfléchi à cette idée de foyer. Pendant si longtemps, j'avais associé le foyer à un lieu physique, au mur qui m'avait vu grandir à Lyon. Puis, pendant ma période parisienne, le foyer était devenu un concept plus abstrait, mais toujours lié à la France, à une culture, à une langue. Maintenant, je comprenais que le véritable foyer n'est pas un lieu. C'est un sentiment. C'est là où l'on peut respirer complètement, où chaque cellule de notre corps reconnaît qu'elle est exactement là où elle doit être. Parfois, cet endroit coïncide avec notre lieu de naissance. Parfois, il se trouve de l'autre côté de l'océan. Et parfois, comme dans mon cas, il faut un voyage pour le trouver. Ce matin, en me réveillant, j'ai trouvé une petite tortue de jade sur mon porche. À côté, une note de Lucie, pour que tu n'oublies jamais le chemin de la maison. Je l'ai placée sur mon étagère, à côté du coquillage que j'ai ramassé ce jour-là sur la plage, quand j'ai décidé de répondre pour la dernière fois à mon père. Ces petits talismans marquent le chemin que j'ai parcouru, les décisions que j'ai prises, la personne que je suis devenue. Parfois, quand le vent souffle de la mer et apporte avec lui l'odeur du sel et de la liberté, je pense à cet après-midi à Lyon, quand ils m'ont mise à la porte en me traitant de sorcière et de parasite. Je n'aurais jamais pu imaginer alors que ces mots cruels seraient en réalité
le début de ma vraie vie. Hier, j'ai commencé un nouveau projet. J'écris un livre. Ce n'est pas une mémoire ni un règlement de compte, mais un guide pour les femmes qui, comme moi, ont vécu piégées dans des relations familiales toxiques. Je l'ai intitulé « Le vol du papillon ». Comment briser le cocon sans se briser soi-même. Alors que j'écris ces mots, le soleil commence à se coucher sur les Caraïbes, peignant le ciel de tons orangés et roses. Les premières étoiles apparaissent timidement. La brise fait doucement bouger les rideaux de lin blanc. Et moi, Chloé Durand, celle qu'on a un jour appelée personne, je respire profondément, sentant chaque centimètre de ma peau, chaque battement de mon cœur, chaque pensée dans mon esprit. Je suis quelqu'un. Je suis moi. Et ça, j'ai découvert, c'est plus que suffisant.